À chaque tournant historique, il y a des souvenirs irréversibles et des souvenirs constamment renouvelés qui résistent à l'évolution du temps. Le jardin chinois est toujours vif comme un album photo indélébile qui étale 1000 ans d'histoire. Il est un vestige et aussi une preuve matérielle qu'un mode de vie décontracté réside dans la nature. En fait, le jardin n'est qu'un aspect du monde, mais dans lequel on y retrouve diverses choses. Le théâtre de la vie, les sentiments, ainsi que leur expression. Tout s'est calmé avec la mort. Seul le récit de la stèle des 5 hommes a été laissé pour commémorer cet événement pathétique ayant eu lieu à l'extérieur du jardin. S'il était né dans une époque stable et prospère, Wen Zhenhan aurait été un génie à l'allure distinguée. Selon les archives historiques, il était beau et persistait dans sa manière d'agir. Il était assez exigeant pour la vie spirituelle et maniaque sur la propreté. L'odeur de sang, à l'extérieur des murs, n'avait pas encore disparu. La vie du génie à l'intérieur des murs pouvait-elle encore montrer son vrai sens des détails? Bientôt viendra la pluie des céréales, le moment où on boit du thé nouveau, apprécie les pivoines et sème les graines. Comme d'habitude, la famille Wen a trouvé des graines d'accord odorants. On les met dans la bouche pour les craqueler, puis on mâche 7 ou 8 fois le mélange des graines et de la soupe de riz pour l'asperger enfin dans la cour. Tant qu'elle est à l'abri contre le jour et que l'humidité est assurée, cette plante peut pousser tous les ans. La plupart des lettrés ne voient l'accord odorant que dans des peintures. Mais pour Wen Zhenhan, c'est différent. Il reste de la vieille boue de nid d'hirondelle. En battant des asperges et en les mélangeant uniformément avec la boue en proportion de 10 pour 2, on va changer la texture du lotus dans le bol. Selon les expériences et coutumes des Wen, on aplatit les 2 bouts de la graine de lotus, puis on la met dans la coquille. Après l'avoir vernie de boue de nid d'hirondelle, mélangée avec l'asperge, il ne reste qu'à attendre.
Pendant une dizaine de jours, en profitant de la chaleur et de l'humidité à l'intérieur de la coquille, la vieille graine de lotus connaît des changements délicats. Enfin, la nouvelle pousse est sortie de la coquille. La dimension du jardin importe peu. Un bol de lotus est aussi un monde. Les fabricants de cascades disaient qu'il manquait quelques bambous pour accueillir l'eau coulant du toit. Les bambous présents étaient un peu courts. Après observation, Wen Zhenhan s'est dit qu'en mettant des pierres de tailles différentes au fond du bassin, quand la pluie tomberait, elle créerait une fontaine jaillissante. En introduisant les pierres et l'eau dans le jardin, on a à la fois la montagne, l'eau et le son. Que ce soit dans un jardin ou dans une montagne, on trouve toujours des pierres creusées par l'eau. Ces choses insignifiantes ont été notées par Wen Zhenhan dans Zhangwuzhi. Ces talents étant inutiles en politique, pourquoi ne pas les prodiguer dans le jardin ? Le solstice d'automne approche. Le temps est idéal pour encadrer les calligraphies et les peintures. En 1635, Wen Zhenhan menait encore une vie relativement libre. C'était 9 ans après le mouvement des habitants de Suzhou et 9 ans avant la fondation d'une nouvelle dynastie. L'encadrement ne demande pas beaucoup de peine, mais Wen Zhenhan se sent fatigué chaque fois. En contemplant les œuvres ancestrales, il trouve toujours un certain écho. Il espère que cet écho pourra persister longtemps avec ses peintures. Après le déjeuner, sur le terrain vague, sous les lierres, Wen Zhenhan, les cheveux au vent, s'allonge sur la chaise de bambou pour prendre du repos. Il se dit qu'il agit tel un immortel dans une forêt de bambou. Wen Zhenhan est un passionné d'opéra. Il connaît non seulement des maîtres, mais aussi la meilleure troupe de Nanjing. Ayant entendu parler d'une nouvelle pièce, Énigme sur les lanternes, Wen Zhenhan est venu tôt pour l'écouter. La nuit tombe, sous les lumières, les acteurs sont sur scène. Wen Zhenhan est le seul spectateur.
À l'approche des troupes de l'insurrection paysanne, dirigée par Li Zicheng, cette pièce sera-t-elle une comédie ou une tragédie? La pièce est finie, le dîner est servi. Outre les légumes et fruits frais, il y a aussi des crabes du lac Yangshan. Mais Wen Zhenhan n'a pas le cœur de manger. Il pense toujours à la pièce. Son ami entre en portant une autre robe de lotus. Les vêtements prennent le lotus comme sujet. Sur ceux de la matinée, les lotus sont en bouton. Sur ceux du midi, ils s'épanouissent. Le soir, ils flétrissent. Même si on leur reproche de se pavaner par ce jeu de changement, cela est devenu une partie de leur vie. Puisqu'on est maître que sur très peu de choses, il faut naturellement profiter de cette occasion pour plaire. La vie confortable et stable s'arrêta en 1637. 2 fois fonctionnaire, 2 fois destitué, Wen Zhenhan est obligé de faire face au même dilemme que son arrière-grand-père, Wen Zhongming. Il faut choisir la politique ou le jardin. S'il se retire dans le jardin, il cultivera sa qualité morale. S'il s'engage en politique, il fera du bien au peuple. Au final, Wen Zhenhan a décidé de s'engager de nouveau dans la politique. Avec ses talents en guzheng, calligraphie et peinture, il fait un nouveau pari. Les lettrés se trouvent toujours dans ce cercle vicieux. Avant son départ, le froid arrive. Des pruniers, avec des mousses attachées, ont été transplantés dans la cour. Une autre chose importante après l'arrivée de l'hiver, c'est de déménager dans une petite chambre. Un pot de narcisse, quelques bambous sacrés, puis une main de Bouddha à côté sont installés. Cet arrangement de saison prit le bonheur et la sécurité pour cette vieille personne obstinée. Dans la prudence, on découvre à la fois l'attente et l'inquiétude. Wen Zhenhan est vraiment incertain de son destin. Il pourrait être emprisonné ou torturé, se suicider ou mourir de dépression. Mais malgré cela, la réalité ne permet plus aucune hésitation. Puisqu'aucun membre de la famille Wen n'est fonctionnaire, c'est son devoir de chercher un poste dans le gouvernement.
Seulement 3 ans plus tard, Wen Zhenhan rentre épuisé. Il est encore vivant, mais plus aucun descendant de la famille Wen n'entrera au gouvernement. Wen Zhenhan a mis le point final de la carrière politique de cette famille. Beaucoup d'années après que la soupe de riz avait été versée, les mousses sont encore verdoyantes. Allongé sur le canapé, son ancien rêve continue. Le jardin est encore là. Quand il a choisi à nouveau la politique, Wen Zhenhan s'est éloigné du jardin. La politique l'ayant abandonné, le jardin peut toujours l'accepter et le consoler. La politique et le jardin, l'une l'a blessé, l'autre le soigne. Mais le jardin, est-il toujours comme avant? Si la vie peut retrouver son état initial, quid du cœur? Il veut retourner au jardin de l'humble administrateur pour voir la glycine de Chine que son ancêtre a plantée de ses propres mains. Maintenant, le jardin de l'humble administrateur n'appartient plus à la famille Wang. Le fils du premier propriétaire l'a cédé à la famille Xu dans un jeu. La famille Wang a perdu du coup non seulement un jardin, mais aussi sa qualité et son statut de lettré. Désormais, ce jardin a changé plusieurs fois de propriétaire. En 1645, le cédratier arrêta de produire des fruits et beaucoup de ses feuilles tombèrent au sol. Cette année, Wen Zhenhan ne pourrait pas déguster de cédra mélangé de sucre. À l'extérieur du jardin, l'armée Qing est déjà arrivée au Dianan. Elle imposait, sous peine de mort aux Chinois Han, l'adoption de la coiffure mandchoue. Wen Zhenhan fut réveillé de son rêve. Il écrivit un testament et se jeta dans la rivière avec Zhang Wuzhi, œuvre qu'il avait écrite avec tant de peine. Sauvé par sa famille, il avait pourtant toujours l'intention de se suicider. Il mourut finalement après 6 jours de grève de la faim. Ce moment-là, le bol de soupe de riz au bord du lit de Wen Zhenhan était inutile. Lui ne se souciait que des mousses vertes qui ne pousseraient plus si personne ne versait de la soupe de riz par terre. Wen Zhenhan est mort, mais son livre et le jardin de la culture ont survécu. Ce n'est pas seulement un livre documentant des détails de vie, ou un jardin où on s'amusait avec la nature,
et on profitait de la vie. Chez un homme qui se préoccupait des générations futures et oubliait sa vie initiale, ce qui nous touche le plus, c'est sa détermination de tout abandonner pour la dignité. Dans l'histoire chinoise, il y a toujours eu des gens qui, insistant sur cette dignité, ont protégé la tradition culturelle de cette nation. De nos jours, les connaisseurs de jardin et de la vie viennent souvent au jardin de la culture, boire du thé et discuter. C'est sans doute un autre dialogue de vie, au-delà du temps. Je 12年前第一次到苏州来的时候，走到艺圃，我觉得那很符合我心中的画意，一眼就爱上了这里。艺圃找先师，晚明时候文征明的曾孙的家。今天我们在一个晚明的园林空间中来呈现茶席，看似是穿越，其实是对我们古代文人生活的一种敬礼。L'époque change, mais on continue de faire bouillir l'eau, boire le thé et discuter. C'est une habitude enracinée dans la vie. On s'est déjà habitué à une vie raffinée et tranquille. Avec le temps, l'habitude devient encore plus tenace. On la rencontre à chaque cercle de vie, à chaque appel de la culture. Si Wen Zhenhan voyait cette scène, qu'en penserait-il? Si on compilait les habitudes de toutes les époques en livres, combien de suites pour Zhang Wuzhe aurait-on? Suzhou est une ville où sont conservées beaucoup d'histoires précieuses du passé. Zhang Wuzhe fait écho dans les rues, les rivières et les jardins. Le jardin Dichang à Wuxi, appelé Fangu Xingwo 100 ans plus tôt, a appartenu aux descendants du poète de la dynastie Song, Qin. Depuis la période de Wanli jusqu'aux années 1950, la famille Qin est restée propriétaire du jardin pendant 500 années consécutives. Petit à petit, les membres de la famille se sont dispersés dans le monde entier. Mais ce jardin est toujours là. Et tant qu'il est là, il demeure le foyer de la famille Qin. À chaque fête de Qingming, la famille Qin se réunit dans le jardin Dichang. En 2013, on ne sait plus combien de fois on a offert collectivement des sacrifices aux ancêtres. Cette famille millénaire persiste dans sa tradition inchangée.
jardin, entouré de hauts murs, n'est plus le lieu de retraite des lettrés. Après le départ du propriétaire du jardin, il prend inévitablement une attitude d'ouverture. Séparé du contexte de vie original, il est devenu un support culturel spécial. Aujourd'hui, dès qu'on y entre, on pense presque tous aux histoires qui se sont passées ici et on cherche à sentir les conceptions merveilleuses et les expressions sincères. Le jardin chinois est la personnification de la nature et l'incarnation de l'âme. Certains disent que le jardin chinois est le temps qui s'arrête, que l'histoire se montre à chaque silence. D'autres disent que le jardin chinois est un miroir traversant le temps, qui reflète le monde intérieur des lettrés anciens, témoigne la conscience culturelle de différentes époques. Curieuses de son passé, les générations futures l'imaginent et l'interprètent de nombreuses manières. Mais pour le jardin, on sait que son origine reste toujours la même.